Bonjour à tous, bienvenue sur l'Informateur, c'est Marwan. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Juliette Chenel-Leroux, candidate aux élections municipales de la mairie de Nice, pour évoquer son parcours, ses ambitions, et puis pour qu'elle nous réponde à certaines questions qui vont sûrement vous intéresser, vous, les Niçoises et les Niçois. Madame Chenel-Leroux, première question, j'aimerais que vous vous présentiez à nos spectateurs, que vous évoquiez un peu votre parcours, qui vous êtes. Voilà. Oui, bonjour. Alors, je suis Juliette Chenel-Leroux, j'ai 62 ans et je fais de la politique depuis que j'ai eu mon premier enfant. Donc, ça fait une trentaine d'années que je m'intéresse à la vie politique. Pour moi, la vie politique, ça n'est pas une question de carrière, c'est une question d'engagement pour préparer le monde de demain. Et pourquoi je l'ai fait il y a 30 ans, c'est parce que je venais d'avoir mon premier enfant et que du coup, je me posais la question de son avenir. Et c'est une question qui évidemment s'est posée en intégrant le parti des écologistes qui s'appelait les Verts à l'époque. À titre personnel, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être la candidate de 3 partis de gauche réunis, du Parti communiste français, d'Europe Écologie Les Verts et donc du Parti socialiste? Alors, c'est une grande responsabilité et c'est aussi un honneur, mais honneur, ça fait un peu, je prends ça comme quelque chose de paillettes et c'est pas du tout le cas. Pour moi, c'était évident qu'il fallait vraiment réunir les partis de gauche et les écologistes le plus largement possible pour faire cette campagne. Donc vous parliez sur le fait de vouloir réunir le plus largement possible les partis de gauche. Donc voilà, je sais que chez certains, je ne dis pas que chez vous c'est le cas, mais chez certains, c'est peut-être un sujet qui est un peu tabou, en tout cas qu'on n'aime pas évoquer. La France insoumise, qui fait en 2022 22% aux élections présidentielles, ma question elle est simple, pourquoi ne pas faire d'alliance avec eux? La France insoumise a mis des conditions pour venir autour de la table, c'est-à-dire qu'elle n'a pas souhaité venir en tant que membre politique du Nouveau Front Populaire, mais avec l'unique condition que de venir aussi avec des membres d'une association politique qui s'est créée à Nice depuis 2020. Donc c'était un peu, on vient, mais avec nos conditions. Nous on a dit, l'idée de départ c'est de faire venir les 4 partis principaux du Nouveau Front Populaire, on se réunit, on parle ensemble de ce projet et on commence à construire un programme ensemble. Donc LFI n'a pas voulu venir dans ces conditions-là. On les a réinvités 3 mois plus tard, donc à partir du mois d'avril, pour travailler sur le programme. Et là, ils sont venus. Ils sont venus avec les associations, les collectifs, les syndicats. Et nous avons travaillé tous ensemble le programme. En réalité, on est arrivé en fin de parcours et ils nous ont dit on ne parlera que si on signe en bas de la page qu'on est sur la même liste commune. Nous, on a dit on finit le travail sur le programme. C'est la situation pour le premier tour. Si au second tour, on a la possibilité de gagner la ville en faisant une alliance, on fera une alliance. Pour le Voilà, second tour. ça fait un peu partie de ce sur quoi j'allais rebondir. Et je comprends votre explication et je trouve, et donc je vous félicite pour ça, que c'est important de s'expliquer parce qu'il peut y avoir des désaccords. Mais je pense que c'est important pour les électrices et les électeurs de comprendre. Mais donc là, c'est du coup, bon, je veux pas vous prêter des propos, mais c'est un peu, pas un appel du pied, mais voilà, à une alliance en cas de second tour. On se rend compte qu'il n'y a pas la volonté de la France insoumise de faire l'alliance avec notamment le PS. Et il n'y a pas qu'à Nice que ça se passe comme ça. Il y a beaucoup de villes en France où LFI a décidé de partir seule, et notamment des villes qui sont des villes sortantes de gauche. Moi, j'ai le sentiment que c'est un peu la feuille de route qui leur a été donnée de ne pas faire alliance avec les partis, disons, traditionnels. Les Jeux Olympiques d'hiver 2030 auront lieu en France, sur les Alpes françaises. Nice a été choisi pour accueillir plusieurs sports, dont le hockey sur glace, qui aura lieu donc à l'Alliance Riviera, qui va être totalement transformé pour l'occasion, et également le curling qui aura lieu, lui, au Palais Nicaïa. Je sais que vous êtes opposé à la tenue des Jeux Olympiques 2030 d'hiver à Nice. Pourquoi ? Le travail sur la patinoire où auront lieu des épreuves de hockey et de curling,
c'est 138 millions d'euros. La couverture du Stade Alliance, où il y aura d'autres épreuves de glace, c'est 80 millions d'euros. Donc un total de plus de 200 millions d'euros. C'est hallucinant et c'est scandaleux parce qu'à Nice, je tiens à rappeler qu'il y a 3 fois moins d'équipements sportifs qu'à Toulouse, par exemple, une ville d'à peu près de la même taille que Nice. 3 fois moins d'équipements sportifs. Et en plus, les équipements sportifs que nous avons, je ne parle pas des équipements pour élite, mais je parle des équipements pour le sport amateur, ils sont dans un très mauvais état. On a des vestiaires qui n'ont pas d'eau chaude, qui ont des portes qui ne ferment pas, les toilettes en mauvais état. On a un certain nombre d'équipements comme ça qui nécessitent des gros travaux. 200 millions d'euros, c'est ce qu'il faudrait pour rénover ces équipements. J'aimerais que vous résumiez, selon vous, quelles sont les mesures phares pour les Niçoises et les Niçois que vous proposez dans votre programme? Nous avons décidé de mener cette liste au municipal parce que nous pensons aux Niçois. Et que jusqu'à présent, le maire de Nice, et vraiment surtout dans ce dernier mandat, il n'a pensé qu'à la carte postale, au tourisme, au bling-bling. Nous allons ramener du pouvoir d'achat pour les Niçois par nos politiques. La première politique que nous voulons mettre en œuvre, progressivement, parce qu'il faut le faire avec les financements nécessaires, c'est la gratuité des transports. On veut mettre la gratuité des transports pour tous les Niçois et les habitants de la métropole, si nous sommes aussi à la tête de la métropole. C'est très important parce que ça représente pour une famille, 2 adultes, 2 enfants scolarisés, ça représente un budget de 1 000 € par an, les abonnements des transports. Donc ça peut permettre d'avoir une économie de 1 000 € par an. Donc les transports, c'est un sujet majeur pour nous. C'est de l'investissement, mais c'est aussi un engagement net pour aller vers la gratuité. On commencera par les jeunes de moins de 18 ans, parce que c'est en commençant par les jeunes, en leur autorisant à ne pas avoir de voiture. S'ils n'ont pas besoin d'avoir de voiture, ça leur fait une économie pour leur budget à eux ou pour leur famille. Et au moins, ils ont accès à toute la métropole en transport en commun. Le deuxième point, c'est toujours pour le pouvoir d'achat, c'est le logement. Parce qu'à Nice, le logement est le plus cher de France après Paris. Donc c'est très difficile de se loger à Nice pour un nouvel arrivant. Et ça devient difficile de se loger à Nice pour des gens qui y habitent déjà parce que les loyers augmentent très fortement. Il y a une vraie spéculation foncière qui se fait dans le logement à Nice à cause du tourisme. Et du tourisme Airbnb, il y a des immeubles entiers qui s'équipent uniquement pour du Airbnb. Donc tous ces immeubles-là, ils ne sont pas faits pour les gens qui vivent et travaillent à Nice. Ça n'est pas, c'est vraiment une nécessité parce que c'est le sujet majeur qui oblige des enfants à partir travailler ailleurs. Mes enfants sont partis travailler ailleurs. Ils n'ont pas trouvé le travail et le logement parce que pour faire venir les entreprises, pour qu'elles s'installent dans la région, il faut aussi qu'elles sachent que les salariés peuvent se loger. Et aujourd'hui, les salariés qui ont des loyers, des salaires modestes, ne peuvent pas se loger à Nice. Et donc peut-être prendre des mesures par rapport, vous parliez d'Airbnb, par rapport à cette entreprise? Ce qu'on va faire, c'est le gel des loyers, c'est-à-dire un plafonnement des loyers. Ça semble quand même inconcevable que les loyers aient augmenté de telle façon depuis 10 ans. Et puis bien sûr, c'est la réglementation sur les Airbnb. Mais sérieusement, aujourd'hui, le maire dit « je vais réglementer les Airbnb, faire des quotas ». Il attribue 7 personnes sur toute la ville de Nice pour gérer ce problème-là. 7 personnes, 7 agents municipaux, alors qu'il y a 14 000 logements Airbnb à Nice. C'est-à-dire 14 000 logements qui ne peuvent pas être utilisés pour loger les gens qui vivent et travaillent à Nice. Un dernier aspect important, qui est important pour nous, est toujours dans cette idée de revenir à rendre la ville à ses habitants, c'est de mettre la culture et le sport à la disponibilité et de façon abordable pour les habitants de la ville de Nice et pour les enfants. À ce jour, il n'y a pas suffisamment d'équipements sportifs, il n'y a pas de... La culture pour tous, ça se fait maintenant dans les écoles, mais il n'y a pas assez d'écoles de musique, par exemple. Il n'y a pas de véritable lieu de culture dans les quartiers. Aujourd'hui, la culture, elle reste très bling-bling et ça reste quelque chose d'assez conventionnel à Nice. Il faut ouvrir tous les jeunes, et pas que les jeunes d'ailleurs, les jeunes et leurs familles, à les ouvrir à la culture, que ce soit la musique, le dessin, les musées. Et ça doit être
possible et accompagné par un vrai service culturel. À titre personnel, encore une fois, quels sont vos objectifs en termes de résultats pour ces élections? Alors notre liste telle qu'elle est déjà engagée, mais ce n'est pas terminé puisqu'on est en train de l'élargir à d'autres partis. On annoncera ça un peu plus tard. Notre liste, elle va être au second tour. Il n'y a aucun doute qu'elle sera au second tour. Vous en êtes sûr? Oui, 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 oui. C'est évident parce qu'il y a un vrai désir. Nous, on a commencé la campagne électorale depuis septembre, notre campagne de terrain. Et on le sent. Il y a une vraie envie de changement. Et il n'y a pas qu'une envie de changement à droite. Il y a une envie de changement pour avoir un autre projet pour la ville. Et donc, nous, on sera au second tour. Oui, ça, c'est certain. Et s'il y a une triangulaire au second tour, c'est-à-dire les deux droites fratricides et consanguines et nous, et ben, on a des chances de pouvoir gagner. On se donne cette chance-là. Et puis, si ce n'est pas le cas, ben, on sera une opposition motivée et pugnace. Parce que, il faut le rappeler, mais en face de vous, vous avez quand même, comme vous l'avez dit, vous avez donc Christian Estrosi, le maire sortant, qui, on peut penser ce qu'on veut, a des soutiens. Vous avez Éric Ciotti, donc, qui s'est allié donc, avec le Rassemblement national. Et vous avez donc la France insoumise. Et donc, vous avez des adversaires de taille. Vous n'avez pas peur de ça? Non, on sent vraiment une belle énergie dans le projet qu'on présente et puis dans l'envie qu'on a de présenter une liste. Il y avait une autre des thématiques dont je ne vous ai pas parlé parce que ce n'est pas un projet pour les Niçois, mais c'est un projet pour notre façon de faire de la politique, c'est de mettre de la probité et de la transparence dans la vie politique. Parce que ce qu'on a vu dans ces derniers mandats, ça n'est pas la probité, ça n'est pas la transparence. On a un vrai problème de pratique politique sur ce département. Peut-être parce que ça fait 40 ans que ce sont les mêmes qui sont au pouvoir et qu'il y a vraiment besoin de les sortir de leur cocon. Il faut que les gens aient confiance dans les nouvelles personnes politiques qui vont venir. Vous parlez tout à l'heure de l'alliance et qui ne s'est pas faite. Vous n'avez pas peur peut-être que ça vous coûte, que ça soit à vous ou à la France insoumise, mais en tout cas à la gauche, que ça coûte peut-être une place au second tour ou même la victoire? Vous n'avez pas peur de ça? Si on avait pu partir tous ensemble dès le premier tour, ça donnait quelque chose de très impressionnant et effectivement, ça nous donnait le poids dès le premier tour de faire sentir qu'on était les plus forts. Mais il y a 2 tours. Une élection municipale, c'est une élection à 2 tours. Et donc, il y en a qui disent au premier tour, on se compte, au deuxième tour, on s'allie et on voit comment on peut gagner. Voilà. Et vous pensez qu'ils vous rejoindront au deuxième tour? Si la somme de nos 2 équipes permet de battre Christian Estrosi et Éric Ciotti, il n'y a aucun doute que toute la gauche sera ensemble. À présent, donc, un concept que vous retrouverez, vous, à chaque fois dans chacune de nos vidéos politiques, donc dont chacun de nos épisodes de Voix de la ville. C'est un concept où je vais montrer donc aujourd'hui à Madame Chenel-Leroux 5 images, ça peut être des personnalités, ça peut être autre chose. Et aujourd'hui, donc, vous êtes la première à participer à ce concept. Voilà, donc la première image, cette façade de la mairie de Nice, donc avec le drapeau israélien. Donc, si j'ai choisi cette image en premier, c'est parce que c'est une image qui a fait polémique, c'est parce que le conflit israélo-palestinien est très important. On sait qu'à gauche, c'est un sujet très important, même pas à gauche d'ailleurs, dans tous les partis politiques. J'aimerais avoir votre point de vue sur ça, et parce que ça a eu lieu à Nice quand même, sur la ville de Nice. Alors, il est de tradition de soutenir un pays qui a été meurtri. Donc, lorsque le 7 octobre est arrivé et que le maire de Nice a mis le drapeau, ça nous a semblé normal, puisque c'était un événement du 7 octobre qui avait touché dans leur chair des gens qui dansaient, qui n'étaient pas là pour faire la guerre. Et ça a eu un impact mondial. Donc, on n'a pas réagi à ce moment-là. Ce qui nous a heurté un peu plus tard, c'est lorsque le maire de Nice a dit « je mets ces drapeaux », parce qu'il n'en a pas mis qu'un, il en a mis de nombreux,
et je ne les enlèverai que quand nous aurons gagné la guerre. Moi, j'ai toujours manifesté pour les habitants de Gaza et pour la situation de Gaza, mais j'ai aussi été aux commémorations sur les victimes du 7 octobre. On est dans un conflit qui ne se réglera pas à coups de menton et à coups de drapeau, et même, hélas, à coups de manifestation. Et je pense qu'on ferait bien d'écouter la population israélienne qui manifeste aussi de son côté pour faire arrêter cette guerre. Et je pense que ça n'est vraiment pas le rôle d'une mairie de le faire. C'est vraiment... ça a créé des tensions telles, en plus augmentées par les réseaux sociaux, que ça a divisé la population. Or, le rôle d'une ville, c'est de pratiquer la laïcité, c'est-à-dire le respect de toutes les confessions, depuis ceux qui ne croient en rien, qui ne croient pas en Dieu, à toutes les confessions, et le respect du droit international. Mais le droit international, c'est l'État français qui aurait dû, à ce moment-là, soutenir Gaza et le peuple palestinien. L'image que vous voyez apparaître, une image de Greta Thunberg, donc qui est une militante, toute jeune, Greta Thunberg, qui est une militante écologiste. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis, peut-être sur les actions qu'elle a menées, sur la flottille, mais aussi sur sa personne en général et sur les actions qu'elle mène. Greta Thunberg, c'est typiquement la représentation du militantisme qui va jusqu'au bout de sa personne. Et c'est rare, c'est quand même une situation assez rare que de s'engager aussi fortement soi-même, jusqu'à se mettre en danger, comme elle a pu le faire avec la flottille, mais dans plein d'autres situations, parce que c'est une personne qui a une conscience exacerbée du risque du dérèglement climatique et des injustices sociales et dans les conflits internationaux. Donc c'est une personne pour laquelle j'ai un immense respect. Elle a d'ailleurs été beaucoup dénigrée par les puissants qui se moquaient d'elle en disant « retourne sur les bancs de l'école et laisse-nous faire notre travail de puissant ». Mais on a besoin, en politique, il y a la politique qui se fait au quotidien et puis il y a la politique radicale qui se fait par des actes forts comme ça. Et là, il y a besoin des deux. Et on doit se parler et on doit se soutenir les uns les autres. Et ce qu'a fait Greta Thunberg, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai pris Éric Ciotti parce que voilà, il était au parti, donc les Républicains. Il est maintenant au Rassemblement national. Savoir ce que ça représente pour vous. Est-ce que pour vous, j'imagine, c'est inquiétant, le fait que le pays vacille peut-être un peu à droite? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Éric Ciotti, c'était le bras droit de Christian Estrosi. Ils ont travaillé ensemble pendant 20 ans, 30 ans. Et donc quand l'un et l'autre se divisent, ça me fait doucement rire parce que sur le fond, c'est la même droite. Hein. Christian Estrosi, il a accueilli à bras ouverts Jean-Marie Le Pen à une époque. Donc c'est la droite du sud de la France qui est toujours tentée d'aller vers l'extrême droite. En plus, Éric Ciotti, il a trahi. Et ça, c'est quand même pas très joli. De trahir son parti, de trahir les siens, de prendre d'assaut les locaux de son parti politique, de s'y enfermer en disant je garde les clés. Enfin, c'était tellement ahurissant. J'étais un peu étonnée parce que Éric Ciotti, c'est quelqu'un que j'ai croisé déjà, et c'est quelqu'un d'intelligent. Et donc, de le voir s'allier avec Jordan Bardella, qui est quand même... qui n'a que l'intelligence des réseaux sociaux et de savoir manipuler les jeunes et les masses, mais on peut pas laisser les clés du camion à quelqu'un comme Jordan Bardella. Il a rien fait de sa vie, il n'a jamais travaillé de sa vie, il n'a pas vécu ce que beaucoup de gens vivent, et il se permet de donner des leçons. Ce sujet de l'extrême droite me met très en colère, et ça me met très en colère de voir que des gens qui étaient de la droite républicaine, très à droite, très anti-immigration, tout ça n'a pas changé, ils ont toujours été comme ça. Mais de le voir aussi rallier des thèses débiles de l'extrême droite. Je ne parle pas des électeurs, je parle de ceux qui les manipulent par le bout du nez sur les réseaux sociaux.
Et ça me met très en colère. C'est l'image de l'Assemblée nationale, donc je pense que vous comprenez pourquoi je vous montre cette image. En ce moment, dans le pays, l'Assemblée nationale vit des moments un peu tumultueux, on va dire. Quel est votre regard, vous, sur ce qui s'y passe? On fait face ici à la fin de la Ve République. La Ve République, elle est vraiment faite pour un président puissant qui a une assemblée qui est, je dirais, simple, où il y a une vraie majorité qui se détache. Là, on a une assemblée, un parlement qui n'a pas de majorité claire. Et du coup, il y a des alliances quand même qui sont des fois douteuses quand les macronistes votent des lois présentées par le Rassemblement national. On est dans une situation de fonctionnement très complexe et la dissolution qu'a faite Macron l'année dernière était complètement absurde. Enfin, on voit bien que c'est quelqu'un qui n'a de l'intérêt que pour son propre sort et qui ne se préoccupe pas du sort de la France, parce que c'est le sort de la vie des Français, de nos services publics, de notre système de santé qui est ici en jeu. Et on voit bien que ce qui l'intéresse, lui, c'est juste de faire le tour du monde et de montrer à tout le monde qu'il est le plus grand, le plus fort, et le plus écolo et le plus avancé. Et pendant ce temps-là, le Parlement débat pour essayer de trouver des points d'accroche et d'attache pour sauvegarder un système social français. Enfin, pour ceux qui essaient de le faire, en tout cas. Et parce qu'il y a quand même une partie des élus de la nation là, qui essayent de remettre à plat tout ce que le Conseil national de la résistance avait réussi à monter. Dernière image, c'est celle de Nicolas Sarkozy. C'est une image qui est au cœur de l'actualité, donc c'est une personne qui est au cœur de l'actualité, Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous en pensez, que ça soit sur la polémique, donc parce que vous êtes directement concerné, enfin du moins la ville de Nice est directement concernée, pas vous personnellement bien sûr, mais la ville de Nice est directement concernée, donc de Christian Estrosi qui voulait renommer le parvis Nicolas Sarkozy, et sur sa libération. Alors là, on a affaire à une incongruité totale, quoi. Et encore le mot est faible. C'est qu'on a un homme politique qui n'a cessé pendant tous ses mandats, que ce soit député puis ministre de l'Intérieur, de dire que la justice n'était pas assez sévère et qu'elle ne faisait pas son boulot, qu'il fallait des peines planchées, il ne fallait pas céder, il ne fallait pas relâcher, il n'était pas trop pour les bracelets électroniques. Les proches de Nicolas Sarkozy ont fait un deal avec un terroriste libyen qui a participé à l'attentat de l'UTA tuant 52 Français. Et il ne pourrait pas aller en prison. Et pourquoi il n'irait pas en prison alors qu'il n'arrête pas de dire que les peines doivent être exécutées? Donc, ce n'est pas parce que c'est l'ami d'un tel ou un tel qu'il ne doit pas respecter la loi. En plus, pour cette histoire de nom de parvis du commissariat Saint-Roch, ce qui nous met vraiment en colère, c'est qu'on veut donner le nom d'un espace public à une personne qui a déjà été condamnée une fois, définitivement, dans l'affaire Bismuth, qui a été condamnée en première instance dans cette affaire-là, que Nicolas Sarkozy avait dit quand on parlait de ces affaires, ouais. Quelle indignité, ben voilà, l'indignité, elle est là, de voir tous ses amis qui disent le pauvre, il a mangé un yaourt ou pas de yaourt, enfin je ne sais plus, d'histoire absurde de yaourt dans la prison. Les conditions de vie dans les prisons sont ce qu'elles sont. Quand les gens doivent aller en prison, c'est parce que la loi en a décidé ainsi et que les juges, ils appliquent la loi. Donc merci en tout cas, Madame Chénel-Leroux, d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir fait preuve de clarté et je le répète, d'avoir été la première à participer à cette interview politique. Donc, premier épisode de Voix de la Ville avec Juliette Chénel-Leroux. J'aimerais passer un appel à tous les partis politiques qui se présentent aux élections municipales de la ville de Nice, mais pas que, d'autres villes. S'ils souhaitent, donc à la ville de Nice également, s'ils souhaitent également eux aussi participer à ces épisodes de Voix de la Ville, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, parce que je pense que c'est important de faire valoir tous les points de vue et c'est essentiel pour une pluralité
dans notre vie politique et c'est essentiel, je pense, pour un média. À présent, voilà, c'est la tradition chez moi et chez nous, dans notre média, puisque c'est aussi votre média, à vous qui nous regardez. C'est notre tradition. Le mot de la fin, je laisse l'honneur à l'invité de clôturer l'interview comme vous le souhaitez. Ça peut être un mot, une phrase, une citation. C'est à vous de clôturer l'interview, Madame Chenel-Leroux. Alors j'aimerais terminer cette interview par une citation que très souvent Marine Tondelier nous dit. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient.